De l'homme, par Claude Adrien Helvétius, 1769. Introduction. Chapitre 1. Des points de vue divers sous lesquels on peut considérer l'homme, de ce que peut sur lui l'éducation. La science de l'homme, prise dans toute son étendue, est immense, son étude longue et pénible. L'homme est un modèle exposé à la vue des différents artistes, chacun en considère quelques faces, aucun n'en a fait le tour. Le peintre et le musicien connaissent l'homme, mais relativement à l'effet des couleurs et des sons sur les yeux et sur les oreilles. Corneille, Racine et Voltaire l'étudient, mais relativement aux impressions qui excitent en lui les actions de grandeur, de tendresse, de pitié, de fureur, etc. Les Molière et les La Fontaine ont considéré les hommes sous d'autres points de vue. Dans l'étude que le philosophe en fait, son objet est leur bonheur. Ce bonheur est dépendant et des lois sous lesquelles ils vivent et des instructions qu'ils reçoivent. La perfection de ces lois et de ces instructions suppose la connaissance préliminaire du cœur, de l'esprit humain, de leurs diverses opérations, enfin des obstacles qui s'opposent au progrès des sciences, de la morale, de la politique et de l'éducation. Sans cette connaissance, quel moyen de rendre les hommes meilleurs et plus heureux ? Le philosophe doit donc s'élever jusqu'aux principes simples et productifs de leurs facultés intellectuelles et de leurs passions. Ce principe seul peut lui révéler le degré de perfection auquel peuvent se porter leurs lois et leurs instructions, et lui découvrir quelle est sur eux la puissance de l'éducation. Dans l'homme, j'ai regardé l'esprit, la vertu et le génie comme le produit de l'instruction. Cette idée présentée dans le livre de l'esprit me paraît toujours vraie, mais peut-être n'est-elle pas assez prouvée. On est convenu avec moi que l'éducation avait sur le génie, sur le caractère des hommes et des peuples, plus d'influence qu'on ne l'avait cru. C'est tout ce qu'on m'a accordé. L'examen de cette opinion sera le premier de cet ouvrage. Pour élever l'homme, l'instruire et le rendre heureux, il faut savoir de quelle instruction et de quel bonheur il est susceptible. Chapitre 2. Importance de cette question. S'il est vrai que les talents et les vertus d'un peuple assurent et sa puissance et son bonheur, nulle question plus importante que celle-ci. Savoir si dans chaque individu, les talents et les vertus sont l'effet de son organisation ou de l'instruction qu'on lui donne. Je suis de cette dernière opinion et me propose de prouver ici ce qui ne peut être qu'avancé dans le livre de l'esprit. Si je démontrais que l'homme n'est vraiment que le produit de son éducation, j'aurais sans doute révélé une grande vérité aux nations. Elle serait qu'elles ont entre leurs mains l'instrument de leur grandeur et de leur félicité, et que pour être heureuses et puissantes, il ne s'agit que de perfectionner la science et l'éducation. Par quel moyen découvrir si l'homme est en effet le produit de son instruction ? Par un examen approfondi de cette question. Cet examen n'en donna-t-il pas la solution ? Il faudrait encore le faire. Il serait utile, il nous nécessiterait à l'étude de nous-mêmes. L'homme n'est que trop souvent inconnu à celui qui le gouverne. Cependant, pour diriger les mouvements de la popée humaine, il faudrait connaître les fils qui le meuvent. Privé de cette connaissance, qu'on ne s'étonne point si les mouvements sont souvent si contraires à ceux que le législateur en attend. Un ouvrage où l'on traite de l'homme, si fût-il glissé quelques erreurs, est toujours un ouvrage précieux. Quelle masse de lumière la connaissance de l'homme ne jetterait-elle pas sur les diverses parties de l'administration ? L'habileté de l'écuyer consiste à savoir tout ce qu'il peut faire exécuter à l'animal qu'il dresse, et l'habileté du ministre à connaître tout ce qu'il peut faire exécuter au peuple qu'il gouverne. La science de l'homme fait partie de la science du gouvernement. Le ministre doit y joindre celle des affaires. C'est alors qu'il peut établir de bonnes lois. Que les philosophes pénètrent donc de plus en plus dans l'abîme du cœur humain, qu'ils y cherchent tous les principes de son mouvement, et que le ministre, profitant de leur découverte, en fasse, selon les temps, les lieux et les circonstances, une heureuse application. Regarde-t-on la connaissance de l'homme comme absolument nécessaire au législateur ? Rien de plus important que l'examen d'un problème qui la suppose. Si les hommes, personnellement indifférents à cette question, ne la jugeaient que relativement à l'intérêt public, ils sentiraient que, de tous les obstacles à la perfection de l'éducation, le plus grand, c'est de regarder les talents et les vertus comme un effet de l'organisation.
Nulle opinion ne favorise plus la paresse et la négligence que les instituteurs. Si l'organisation nous fait presque en entier ce que nous sommes, à quel titre reprocher au maître l'ignorance et la stupidité de ses élèves? Pourquoi, dira-t-il, imputer à l'instruction les torts de la nature? Que lui répondre? Et lorsqu'on admet un principe, comment en nier la conséquence immédiate? Au contraire, si l'on prouve que les talents et les vertus sont des acquisitions, on aura éveillé l'industrie de ce même maître et prévenu sa négligence. On l'aura rendu plus soigneux et d'étouffer les vices et de cultiver les vertus de ses disciples. Le génie plus ardent à perfectionner les instruments de l'éducation apercevra peut-être dans une infinité de ses intentions de détail, regardez maintenant comme inutiles, les germes cachés de nos vices, de nos vertus, de nos talents et de notre sottise. Or, qui sait à quel point le génie porterait alors ses découvertes? Ce dont on est sûr, c'est qu'on ignore maintenant les vrais principes de l'éducation, et qu'elle est jusqu'aujourd'hui presque entièrement réduite à l'étude de quelques sciences fausses, auxquelles l'ignorance est préférable. Chapitre 3. De la fausse science ou de l'ignorance acquise. L'homme naît ignorant. Il ne naît point sot, et ce n'est pas même sans peine qu'il le devient. Pour être tel et parvenir à étendre en soi jusqu'aux lumières naturelles, il faut de l'art et de la méthode. Il faut que l'instruction ait entassé en nous, erreur sur erreur, il faut par des lectures multipliées avoir multiplié ses préjugés. Parmi les peuples policés, si la sottise est l'état commun des hommes, c'est l'effet d'une instruction contagieuse. C'est qu'on y est élevé par de faux savants, qu'on y lit de sots livres. Or, en livre comme en homme, il y a bonne et mauvaise compagnie. Le bon livre est presque partout le livre défendu. L'esprit et la raison en sollicitent la publication. La bigoterie s'y oppose. Elle veut commander à l'univers. Elle est donc intéressée à propager la sottise. Ce qu'elle se propose, c'est d'aveugler les hommes, de les égarer dans le labyrinthe d'une fausse science. C'est peu que l'homme soit ignorant. L'ignorance est le point milieu entre le vrai et la fausse connaissance. L'ignorant est autant au-dessus du faux savant qu'au-dessous de l'homme d'esprit. Ce que désire le superstitieux, c'est que l'homme soit absurde. Ce qu'il craint, c'est que l'homme ne s'éclaire. À qui confie-t-il donc le soin de l'abrutir? À des scolastiques. De tous les enfants d'Adam, ce sont les plus stupides et les plus orgueilleux. Le pur scolastique, selon Rabelais, tient entre les hommes la place qu'occupe entre les animaux celui qui ne laboure point comme le bœuf, ne porte point le bât comme la mule, n'aboie point au voleur comme le chien, mais qui, semblable au singe, salit tout, brise tout, mord le passant et nuit à tous. Le scolastique puissant en mots et faible en raisonnement, aussi que forme-t-il des hommes savamment absurdes et orgueilleusement stupides. En fait de stupidité, je l'ai déjà dit, il en est de deux sortes, l'une naturelle, l'autre acquise. L'une l'effet de l'ignorance, l'autre celui de l'instruction. Entre ces deux espèces d'ignorance ou de stupidité, quelle est la plus incurable? La dernière. L'homme qui ne sait rien peut apprendre. Il ne s'agit que d'en allumer en lui le désir. Mais qui sait mal, et a par degrés perdu sa raison en croyant la perfectionner, a trop chèrement acheté sa sottise pour jamais y renoncer. L'esprit s'est-il chargé du poids d'une savante ignorance, il ne s'élève plus jusqu'à la vérité. Il a perdu la tendance qui le portait vers elle. La connaissance de ce qu'il savait est en partie attachée à l'oubli de ce qu'il sait. Pour placer un certain nombre de vérités dans sa mémoire, il faudrait souvent en déplacer le même nombre d'erreurs. Or, ce déplacement demande du temps. Et s'il se fait enfin, c'est trop tard qu'on devient homme. On s'étonne de l'âge où le devenaient les Grecs et les Romains. Que de talents divers ne montraient-ils pas dès leur adolescence? À 20 ans, Alexandre, déjà homme de lettres et grand capitaine, entreprenait la conquête de l'Orient. À cet âge, les Scipion et les Hannibal formaient les plus grands projets et exécutaient les plus grandes entreprises. Avant la maturité des ans, Pompée, vainqueur en Europe, en Asie et en Afrique, remplissait l'univers de sa gloire. Or, comment les Grecs et ces Romains, à la fois hommes de lettres, orateurs, capitaines, hommes d'État,
se rendaient-ils propres à tous les divers emplois de leur république, les exerçaient-ils, et souvent même les abdiquaient-ils, dans un âge où nul citoyen ne serait maintenant capable de les remplir? Les hommes d'autrefois étaient-ils différents de ceux d'aujourd'hui? Leur organisation était-elle plus parfaite? Non, sans doute, car dans les sciences et les arts de la navigation, de la physique, de l'horlogerie, des mathématiques, etc., l'on sait que les modernes l'emportent sur les anciens. La supériorité que ces derniers ont si longtemps conservée dans la morale, la politique et la législation doit donc être regardée comme l'effet de leur éducation. Ce n'était point alors à des scolastiques, c'était à des philosophes qu'on confiait l'instruction de la jeunesse. L'objet de ces philosophes était de former des héros et des grands citoyens. La gloire du disciple réfléchissait sur le maître, c'était sa récompense. L'objet d'un instituteur n'est plus le même. Quel intérêt a-t-il d'exalter l'âme et l'esprit de ses élèves? Aucun. Que désire-t-il? D'affaiblir leur caractère, d'en faire des superstitieux, déjointer, si je l'ose dire, les ailes de leur génie, d'étouffer dans leur esprit toute vraie connaissance et dans leur cœur toute vertu patriotique. Les siècles d'or des scolastiques furent ces siècles d'ignorance dont, avant Luther et Calvin, les ténèbres couvraient la terre. Alors, dit un philosophe anglais, la superstition commandait à tous les peuples. Les hommes changés, comme Nabuchodonosor, en brutes et en mules, étaient scellés, bridés, chargés de pesants fardeaux. Ils gémissaient sous le fait de la superstition, mais enfin quelques-unes des mules venant à se cabrer, elles renversèrent à la fois la charge et le cavalier. Nulle réforme à espérer dans l'éducation tant qu'elle sera confiée à des scolastiques. Sous de tels instituteurs, la science enseignée ne fera jamais qu'une science d'erreur, et les anciens conserveront sur les modernes, tant en morale qu'en politique et en législation, une supériorité qu'ils devront, non à la supériorité de l'organisation, mais, comme je l'ai dit, à celle de leur instruction. J'ai montré le vide des fausses sciences, j'ai fait sentir toute l'importance de cet ouvrage. Il me reste à parler de la sécheresse. Chapitre 4. De la sécheresse de ce sujet et de la difficulté de le traiter. L'examen de la question que je me suis proposée exige une discussion fine et approfondie. Toute discussion de cette espèce est ennuyeuse. Qu'un homme vraiment ami de l'humanité et déjà habitué à la fatigue de l'attention lise ce livre sans dégoût, je n'en serais pas surpris. Son estime sans doute me suffirait si, pour rendre cet ouvrage utile, je ne m'étais d'abord proposé de le rendre agréable. Or, quelle fleur jeter sur une question aussi grave et aussi sérieuse? Je voudrais éclairer l'homme ordinaire, et chez presque toutes les nations, cet homme est incapable d'attention. Ce qui l'applique le dégoûte. C'est surtout en France que ces sortes d'hommes sont les plus communs. J'ai passé 10 ans à Paris. L'esprit de bigoterie et de fanatisme n'y régnait point encore. Si j'en crois le bruit public, c'est maintenant en France l'esprit du jour. Quant aux gens du monde, ils sont de plus en plus indifférents aux ouvrages de raisonnement. Rien ne les pique que la peinture d'un ridicule qui satisfait leur malignité sans les arracher à leur paresse. Je renonce donc à l'espoir de leur plaire. Quelque peine que je me donnasse, je ne répandrais jamais assez d'agréments sur un sujet aussi sec, aussi sérieux. J'observerai cependant que si l'on juge des Français par leurs ouvrages, où ce peuple est moins léger et moins frivole qu'on ne le croit, où l'esprit de ces savants est très différent de l'esprit de la nation. Les idées de ces derniers m'ont paru grandes et élevées, qu'ils écrivent donc et soient assurés, malgré les partialités nationales, qu'ils trouveront partout de justes appréciateurs de leur mérite. Je ne leur recommande qu'une chose, c'est d'oser quelquefois dédaigner l'estime d'une seule nation et de se rappeler qu'un esprit vraiment étendu ne s'attache qu'à des sujets intéressants pour tous les peuples. Celui que je traite est de ce genre. Je ne rappellerai les principes de l'esprit que pour les approfondir davantage, les présenter sous un point de vue nouveau et en tirer de nouvelles conséquences. En géométrie, tout problème non exactement résolu peut devenir l'objet d'une nouvelle démonstration. Il en est de même en morale et en politique. Qu'on ne se refuse donc pas à l'examen d'une question si importante, et dont la solution d'ailleurs exige l'exposition de vérités encore peu connues. La différence des esprits est-elle l'effet de la différence, ou de l'organisation, ou de l'éducation? C'est l'objet de ma recherche.